Ouais, ok, c'est bon. Tu nous fais un clap. Allez, Action. action. Johannes, bonjour. Salut Thibaut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien et merci de nous accueillir chez toi. Merci d'être venu. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Alors je m'appelle Johan, j'ai 38 ans, j'habite en région colmarienne et je suis photographe de paysage. Est-ce que tu as un sujet en particulier? Imagine que quelqu'un n'ait jamais vu tes photos. Comment est-ce que tu les décrirais, tes photos? C'est des photographies de montagne basées sur l'esthétisme et pas forcément sur le concept ou sur quoi que ce soit d'autre, c'est l'esthétique. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi les montagnes? Alors ça a commencé par le massif vosgien parce que je suis originaire de la vallée de Münster à la base, donc j'ai beaucoup évolué dans ce cadre-là, le Honeck, et petit à petit j'ai été amené à sortir un petit peu de ce massif et à découvrir les Dolomites. Donc c'est vraiment là que j'ai ancré cette envie de photographier la montagne. Ouais. J'aime le minéral. L'idée c'est d'avoir la roche, du pic. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près ce que tu fais, quel est ton sujet et ton type de photo, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Quel parcours artistique t'a mené à faire de la photo de paysage et plus particulièrement de la photo de paysage de montagne? Alors mon parcours artistique a débuté par toute autre chose parce que j'étais longtemps musicien. Je suis devenu ensuite graphiste et c'est le graphisme qui finalement m'a mené à la photo. Et alors j'ai essayé plein de choses comme quand on débute en photo, j'ai fait de l'urbex, enfin j'ai essayé l'urbex, j'ai fait un tout petit peu de portrait, de la photo de ville, de l'urbain. Et je me suis rendu compte que je me dirigeais spontanément vers ce qui me plaisait avant de faire la photo. Mmh. Et ça, c'était important pour moi parce que il était important d'apprécier le sujet avant toute chose. Et c'est pour ça que la montagne m'a attiré, parce que je faisais déjà beaucoup de randonnées avant. J'allais souvent dans les Vosges, j'adorais ça. Et je me suis rendu compte que de les photographier, c'était comme un complément naturel qui est venu de manière quasiment, comment dire, je me suis même pas posé la question finalement. J'aime le côté hors de contrôle de la montagne aussi. C'est une certaine manière d'être totalement passif par rapport à ce qu'on photographie. On peut toujours avoir le contrôle sur l'heure à laquelle on décide d'aller faire ses photos. On a le contrôle sur certaines choses, mais pas tout, et de loin pas tout. Et c'est ça qui est plaisant aussi, le fait d'être totalement tributaire de ce qu'on nous offre. Pas de contrôle sur la montagne, hein, parce que c'est un sujet très imposant. Très imposant, c'est pas toujours facile de mettre ça dans un cadre. Et puis aussi les conditions climatiques, je suppose. Ouais, tout à fait, les conditions climatiques qui sont par ailleurs qui nous bénissent, parce que quand elles sont là, enfin, tu sais ça comme moi. Hein. Quand elles sont là, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire, c'est génial. Et quand elles sont pas là... Là, quand elles sont pas là, on fait avec, soit on remballe, soit on essaie de faire quelque chose, mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Le paysage est plus facile en ce sens-là, dans la mesure où on décide de moins de choses. Il y a d'autres difficultés qui consistent à cadrer correctement, ça s'apprend, ça se pratique. C'est beaucoup de pratique en fin de compte. Mais pour ce qui est des conditions météo, effectivement, on est complètement tributaire de ce qu'on va retrouver sur les spots. C'est aussi ça peut-être qui fait l'essence de la photo de paysage, puisque s'il fallait juste arriver sur place et déclencher, ce serait peut-être trop facile, non? Bah, clairement, et c'est pour ça qu'il faut bien aimer la montagne avant, parce que si tu décides de faire la photo en montagne juste pour avoir la photo, tu seras vite déçu de te rendre compte que la plupart du temps les conditions n'y sont pas, et voilà, c'est le côté un peu plaisant aussi de la photographie de paysage, c'est justement d'évoluer dans la montagne sans pour autant vouloir à tout prix prendre la photo. L'idée c'est aussi de prendre du plaisir à marcher en montagne, à voir tout ce qu'il y a à voir, et avec ou sans boîtier. Ça pourrait être un bon conseil s'il y a des gens qui apprennent la photo et qui veulent vraiment avoir une démarche et aller loin comme toi tu le fais. On va voir après, mais tu vas sortir un livre carrément. Ça pourrait être un bon conseil de leur dire
qu'il faut déjà aimer le sujet à la base et ensuite ajuster à ça la photo? Je pense que c'est évident. Je pense que ça vient avec le temps. C'est normal d'essayer plein de choses parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et si tu aimes la nature, si tu aimes les animaux, tu vas faire de la photographie animalière. Si tu aimes le paysage, tu fais de la photo de montagne ou de la photo sur les littoraux. Littoral, ouais, bon, peu importe. Littoral, ouais. On vérifie. Je vérifierai. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Tu nous as dit que tu étais musicien et je crois même que tu étais musicien professionnel. Ouais. Ton cheminement dans la musique et ton cheminement dans la photo, est-ce que tu trouves des similitudes ou au contraire des différences? Pour moi, il est assez différent. En tant que musicien, on est dans l'action. Tout est construit. Dans la photographie, à plus forte raison, la photographie de paysage, on est complètement passif. Et il y a moins une activité artistique dans la photographie de paysage parce qu'à mon goût, on est spectateur. Tu vois, De ce qui se passe. De ce qui se passe. Et comme j'avais dit, on décide de pas grand-chose. On peut faire le maximum pour essayer d'arriver à la réussite, pour réussir sa photo. Mais voilà, on reste totalement passif et on dépend des conditions météo globalement. Tu n'irais pas jusqu'à dire que c'est un art de composer son image, Il y a quelque chose qui est assez étrange parce que pour nous, pour toi aussi, parce que tu fais du paysage, on voit assez rapidement quand une compo fonctionne. On arrive à ajuster avec la longueur focale, on arrive à ajuster sur tout un tas de leviers, mais on réfléchit rarement à la composition. On se pose sur un spot, on se dit ça va bien fonctionner, il y a un premier plan correct, il y a ce qu'il faut, l'arrière-plan il est bon, la lumière est pas mal, mais moi je réfléchis jamais à ça. Et c'est peut-être la différence, c'est qu'on a pris l'habitude de fonctionner comme ça, on a pris l'habitude de repérer ce qui peut marcher, sans trop y réfléchir. Et ça ressemble plus à de l'artisanat finalement, tu vois, le fait de créer quelque chose à partir d'une expérience, d'un geste qu'on a acquis. Ouais. L'art, pour moi, serait plus semblable à l'idée de créer un concept photographique, comme certains photographes le font, trouver une idée et un concept, ce qui n'est pas le cas dans la photo, qui en tout cas n'est pas le cas dans ma photographie. Nous, moi, je vais parler que pour moi, hein, clairement, c'est d'aller en montagne. Je vais parler très très simplement, c'est d'aller en montagne et de voir ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de parti pris préalable. L'idée c'est je vais là-bas et surprise, si ça le fait c'est génial, si ça le fait pas, bon tant pis, au moins j'aurais passé un beau moment en montagne à condition de ne pas m'être fait trop rincer par la pluie, et ça me plaît aussi. Je ne me considère pas comme un artiste hein, finalement, c'est ça, on ne se pointe pas en montagne avec nos pompes de rando, nos doudounes et en se disant je suis un artiste. Enfin, je vois pas les choses comme ça, je n'ai pas cette prétention en fin de compte. Après, le mot artiste aujourd'hui, il est tellement utilisé, il a été peut-être un peu vidé de sa substance. Enfin, il veut dire tellement de choses qu'au final, on ne sait plus trop bien ce qu'il veut dire. Vaut plutôt mieux ne pas se définir en tant qu'artiste que de se définir en tant qu'artiste en disant oui, mais je suis un artiste, alors que peut-être on n'a pas une vraie démarche artiste. C'est vrai que là, on touche au cœur du problème. Parce que là, on parle vraiment d'humilité. Et l'humilité, c'est donc une de mes principales convictions. Enfin, pas une conviction, c'est une valeur même. Pas par rapport au fait de ne pas trop se mettre en avant, mais par rapport... quand on photographie des montagnes, on se rend compte que notre sujet, il était là des milliers, des millions d'années avant nous. Il ne nous a pas attendus et il sera encore là tout aussi longtemps. Et... ça colle avec le côté passif du photographe qui est là juste pour prendre une photo et il n'a pas besoin de laisser de traces finalement. Je veux dire, l'idée c'est d'être le plus discret possible. C'est comme un photographe animalier qui doit se montrer discret pour éviter d'effrayer l'animal. Là, je ne verrais pas pourquoi moi je serais obligé de laisser une trace à tout prix là où je suis passé ou faire valoir un quelconque art dans ce que je fais. L'idée, c'est d'être spectateur. Mais la photo, c'est justement pas laisser une trace, d'immortaliser quelque part. Peut-être, mais j'ai pas la prétention de vouloir laisser une trace, d'avoir fait la photographie qui va marquer le monde, parce que
les photos, il en sort une quantité incroyable toutes les secondes. Et bon, j'ai pas cette prétention. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est de partager un petit peu la beauté de ce que j'ai vu et de faire en sorte que d'autres personnes se rendent compte de cette beauté, que ça les touche finalement. C'est un peu ma démarche. Est-ce que tu penses que ça peut changer quand même la mentalité des gens s'ils voient tes photos et qui sont émerveillés par la montagne, par ce qu'ils voient? Est-ce que tu penses que ça peut changer alors peut-être leur regard ou leur comportement ou leur rapport vis-à-vis de la nature? Alors moi, ma conviction est assez claire, hein, c'est le respect le plus profond pour les éléments, pour la nature. Alors si en plus je peux inculquer cette valeur aux personnes qui voient mes photos, alors c'est gagné, c'est génial. Pour moi, un aspect important aussi de l'art ou de l'artisanat, c'est le fait de créer quelque chose. Est-ce que quand tu prends une photo, est-ce que tu considères que tu crées quelque chose ou est-ce que tu en restes à ton statut de non, moi je ne fais que appuyer sur le bouton Est-ce qu'il y a une part de création quand même dans ce que tu fais? Alors, il y a une part de création dans la mesure où le simple fait d'être tourné plusieurs fois dans les Dolomites, par exemple, il y a une idée. Il y a une idée derrière tout ça, c'est effectivement de monter une série, de me spécialiser dans un massif en particulier, que j'apprécie évidemment. Il y a quand même une démarche de création derrière, c'est sûr. On essaye, quand on va sur un spot bien particulier, c'est qu'on a aussi une idée. On essaie de tirer quelque chose, on essaie d'en tirer quelque chose. Et évidemment, il y a une part de création qui s'impose. Voilà, le fait de monter une série pour exposer, par exemple. Est-ce que c'est peut-être dans ça que se définit l'art photographique? Le fait de dire, ok, une photo, c'est pas forcément artistique parce qu'on est passif, mais une fois qu'on a plusieurs photos, on peut créer une série, on peut raconter peut-être une histoire. Et alors dans ton cas, toi, tu sors carrément un livre. Ça, c'est un acte de création, c'est un acte artistique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être. Ah, t'as peut-être raison, mais je dirais que l'empreinte artistique est moins présente parce que même dans ce livre, il n'y a pas de concept vraiment. C'est un livre qui fait un peu l'éloge de la beauté des Dolomites, finalement. Évidemment, ce sera un petit peu artistique dans la mesure où j'ai donc fait la mise en page moi-même de ce livre. Et j'ai fait le maximum pour que ce soit classe, ce qui est normal, c'est son livre, on a envie que ce soit beau. Mais une fois de plus, la principale vertu, j'espère, de ce livre, c'est l'esthétique, plus que le message artistique qu'il y a derrière. Comme on l'a dit avant, le message, s'il y avait un message à faire passer, ce serait plutôt le message un message de respect, d'humilité. Humilité, c'est un lapsus révélateur. Dans ton apprentissage, dans ton cheminement photographique, est-ce que tu te souviens peut-être d'une photo en particulier qui t'a fait dire « Ah oui, là j'ai trouvé ce que je voulais faire ». Ouais, il y avait une photo dont je me souviens, que j'avais faite un 1er janvier, ça devait être en 2015, si je me souviens bien. C'était sur les crêtes. J'avais pris le fond de la vallée de Münster, le Frankenthal, derrière Stoswir, qui était à moitié submergé par les nuages. Et on voyait juste des halos lumineux dans les nuages, les halos lumineux des lampadaires de la ville, et les nuages qui grignotaient peu à peu toutes les rues. Et c'était pris au 200 mm, je crois, c'était vraiment pris de très haut. Et cette photo, simplement parce qu'il y avait une ambiance bien particulière, l'endroit était, je dirais pas qu'il était quelconque, parce que c'est une vallée que j'adore, mais l'endroit était standard, mais c'était l'ambiance qui faisait tout. Et c'est là que je me suis dit, en photo de paysage, quand on arrive à choper les bonnes ambiances, c'est ça qui est vraiment, 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 vraiment génial. Et c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie d'essayer de chercher encore et encore à retrouver ces ambiances-là. Est-ce que tu as des influences particulières, qu'elles soient photographiques avec des grands maîtres de la photo ou alors d'autres disciplines artistiques? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors en termes de photographie, j'aime vraiment tous les styles. Vraiment à partir du moment où c'est élégant, où c'est bien senti, où c'est réfléchi, il n'y a pas beaucoup de photos qui ne me plaisent pas, vraiment.
Pour les influences, c'est très compliqué, ils sont vraiment nombreux, beaucoup trop même. Et dans tous les styles photographiques, en paysage, un petit peu plus, ce qui est normal parce que j'ai une meilleure culture là-dedans. Mais je ne vais pas m'amuser à les citer, ils sont trop nombreux. Et tout le monde les connaît en plus. Et au final, c'est peut-être plus du coup la montagne qui t'inspire que la photographie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Me retrouver dans un cadre qui est très beau à voir, c'est ça ma principale inspiration. Voilà, maintenant qu'on connaît un petit peu plus tes photos, un peu plus ta démarche, on va passer à une série de questions très rapides pour en connaître un petit peu plus sur toi. Tu vas voir, ça va aller vite. Il faut répondre du tac au tac si possible. Noir et blanc ou couleur? Couleur. Paysage ou portrait? Paysage. Moi j'attends des carrés. Ah merde. Zoom ou focale fixe? Zoom. Grand angle ou téléobjectif? Ça dépend. Ou les deux? Oui, les deux. Surex ou sous-ex? Bracketing. Instagram ou exposition? J'aimerais répondre exposition, les temps sont durs en ce moment hein, pour l'exposition. F1.4 ou F14? F14. Jour ou contre-jour? Contre-jour. Clair ou obscur? Obscur. Avec ou sans trépied? Sans. Photoshop ou Lightroom? Photoshop. Écran... Oui, Photoshop, mais avec modération. Toujours. Avec pondération. Avec pondération. Écran ou papier? Papier. Cinéma ou littérature? Littérature. Stones ou Beatles? Les Beatles. Pop ou rap? Pop. Vinyle ou MP3? Vinyle. Matin ou soir? Soir. Pluie ou soleil? Pluie. Chien ou chat? Oh, désolé pour mon chat, mais je suis plutôt chien. Logique. Thé ou café? Café. Nu ou habillé? Qui? Moi? Habillé. PC ou Mac? Mac. Hiver ou été? Hiver. Planifié ou spontané? Alors, idéalement, spontané. Acteur ou spectateur? Spectateur. Rêve ou réalité? Rêve. Agir ou penser? Agir. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Voilà. Les deux, ça fait mal. Hein. Ah ouais, je sais. Ah, c'est ça le problème. Ah, la tête dans les étoiles. Attention, là on arrive sur les questions cruciales. Hein. Resto ou rando? Oh là, rando. Ah, mais tu sais que c'est compliqué. Rando. Pour ceux qui nous écoutent. Tu peux dire resto après... Non, rando après un bon resto. C'est l'inverse, non? Resto après une bonne rando. Ouais. Kugelhupf ou bretzel? Bretzel. Pekaufa ou Fleischnacker? Ah, Fleischnacker. Et la dernière, Vosges ou Dolomite? Ah, mais ceux qui achèteront mon bouquin auront la réponse dans les dernières pages. On va parler maintenant un petit peu plus du contenu photographique, de la manière de faire de la photo. Pour toi, qu'est-ce que c'est une photo réussie? Est-ce qu'il y a des ingrédients pour faire une photo réussie ou comment ça se passe? Non, en paysage, spécifiquement, ça c'est un avis qui m'est propre. J'aime quand techniquement c'est maîtrisé, quand la lumière est bien gérée. J'aime les photos, ça peut paraître superficiel de dire ça, mais c'est vrai. J'aime les photos qui sont avec beaucoup de netteté, et le piqué qu'il faut. Au niveau du traitement, j'aime quand c'est pondéré, pour reprendre l'expression l'expression consacrée. J'aime quand c'est bien équilibré. D'un point de vue du fond, je dirais qu'une bonne photo de paysage est une photo qu'on ne voit pas partout. C'est compliqué aujourd'hui de sortir une photo originale parce que les spots sont référencés. Tout le monde connaît les endroits qu'il faut photographier partout dans le monde. C'est très compliqué, c'est une gageure de sortir une photo originale aujourd'hui. Toutes les secondes, il en sort des milliers de photos.
C'est aussi ça, l'originalité du point de vue. Comment est-ce que tu fais pour te démarquer justement des autres photos qui ont déjà été faites? Parce que les endroits que tu as visités, d'autres personnes les ont visités aussi. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour arriver à sortir du lot, j'ai envie de dire? Alors, ça implique déjà de connaître le spot, donc d'y retourner plusieurs fois. Je me suis rendu compte que même en faisant des repérages préalables, quand on arrive sur place, on se dit « Oh, mais ça n'a juste rien à voir ». Et donc là, on fait plein d'erreurs, on est déstabilisé, on ne trouve plus ses repères. Donc l'idée, déjà, c'est de connaître le coin pour arriver à trouver des points de vue qui n'ont pas encore été faits jusque-là, ou très peu. Essayer de trouver des cadrages différents, avec un premier plan différent. C'est là que ça se joue, à mon avis. Donc il faut vraiment... C'est pour ça que tu te concentres vraiment beaucoup sur les Dolomites, c'est pour vraiment approfondir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est obligé un peu si on veut essayer un petit peu de sortir du lot, on est obligé de se spécialiser soit dans un style photographique, soit en tant que photographe de paysage, sur un massif ou sur un lieu bien défini qu'on commence à connaître et qu'on maîtrise. C'est ça, la maîtrise en fait. Tu fais beaucoup de photos carrées, c'est pas banal en paysage, puisqu'on s'attendrait plutôt à faire du format paysage. D'où vient cet attrait pour le format carré? Alors vu que je suis graphiste à la base, j'aime beaucoup travailler au format carré en tant que graphiste. Les documents carrés, je les trouve très premium, comme on dit, je trouve ça très classe. Et en photo, c'est pareil, même si on remonte aux origines de la photo, à l'époque c'était au format 6:6, c'était carré, c'était très classe, moi je trouvais ça avait de l'aplomb. Et puis au niveau du cadrage, ça peut paraître plus compliqué, mais au final ça va droit au but. Quand on a une montagne à photographier au format carré, on ne réfléchit pas, on met le pic au milieu, c'est quelque chose qui est très direct, il n'y a pas un sens de lecture trop complexe, c'est direct. Voilà. Comme ça. Ah, du coup, c'est beaucoup plus percutant comme photo. Est-ce que c'est important que la photo elle percute, qu'elle impacte le spectateur? Ouais, ça doit percuter, mais toujours avec élégance. Moi, j'aime pas trop ce qui est criard. C'est le cas, ça peut être le cas dans la photo de paysage aussi. Là, c'est beaucoup au traitement que ça se joue. J'aime beaucoup les couleurs, comment dire. J'aime quand tout est géré bien, sagement. J'aime pas quand c'est trop explosif au niveau du rendu, parce que finalement on cherche toujours peut-être par erreur, on cherche à faire une photo, à sortir une photo explosive, alors que dans le paysage il y a aussi la douceur, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la légèreté au final. Et ça fait partie du subtil peut-être. Ouais, la subtilité, ouais. C'est ça. Tu disais aussi élégance, je trouve ça un mot très élégant justement pour définir ça. Moi je compare ça souvent au sel en cuisine. Le jour où on découvre le sel, on se dit waouh, et puis on veut en mettre trop et au final ça devient... C'est un peu la problématique du post-traitement et de Photoshop en particulier. On met un certain nombre d'années à apprendre toutes les techniques pour développer ces photos, et on met exactement le même nombre d'années à les maîtriser et puis à les utiliser avec intelligence au final. Tu parles de post-traitement, c'est une étape qui est importante dans ta démarche de création? Ouais, clairement. Alors je sais où m'arrêter parce que je mets quand même un point d'honneur à ne pas dénaturer la photo de trop. Il est hors de question pour moi de remplacer un ciel sous prétexte que le ciel que j'avais le jour de la prise de vue n'était pas satisfaisant, c'était trop bleu, ça manquait d'ambiance. C'est comme ça fait partie du truc. Si l'ambiance n'était pas là le jour de la photo, bah, on l'assume. Donc en traitement, je sais m'arrêter à ce niveau-là. Et par contre, il y a plein d'autres choses à faire pour rendre une photo plus agréable à regarder, équilibrer les contrastes, les couleurs, des choses sur lesquelles on peut intervenir en post-traitement, mais qui pour autant ne dénaturent pas la photo de trop. Ce serait un traitement avec pondération. Avec pondération. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec tes sujets, avec tes montagnes? Est-ce que tu as un rapport particulier? Alors mon rapport avec la montagne est beaucoup plus mystique que le rapport que j'ai avec la photographie. La photographie est plus de l'ordre du matériel. Tu parles de mysticisme, mais
Et les montagnes sont présentes partout dans tes photos. Est-ce que moi, ça me rappelle beaucoup les traditions orientales qui disent que la roche est vivante. Est-ce que tu irais jusqu'à dire ça? Est-ce que tu ressens la roche ou tu penses qu'elle a une vie? Alors c'est pas vraiment la matière roche qui m'impressionne. Mais quand on est dans les Dolomites, on se dit allez, on va voir le Monte Paterno, on va voir le Monte Pelmo. C'est comme des personnes en fin de compte, c'est comme des modèles. Et c'est un peu ça le truc. Pour moi, ils ont une personnalité, même si c'est un amas de roches inertes, et j'ai à peu près aucun doute là-dessus. Mais ouais, on va photographier un modèle, c'est ça vraiment le côté mystique de la photo. Okay. Ouais, je trouve ça intéressant le rapport modèle. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté différentes facettes d'une montagne comme différentes facettes d'une personnalité au final. Ouais, c'est ça, une facette qui est conditionnée notamment par la météo, par les conditions. C'est ça, c'est un maquillage. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu ressens quand tu fais une photo, quand tu fais la photo? Est-ce qu'il y a un moment plus fort que les autres quand tu photographies? Ah, ce moment, tu le connais comme moi, c'est quand tu passes des heures à accéder à ton spot la journée, tu tournes en rond et que tu trouves le bon cadrage. Et tu te poses là, et puis au moment où vient la lumière, le coucher de soleil, la lumière qui arrose les montagnes, et c'est ce moment où tu dis ok, la photo c'est maintenant, clique. Et ça c'est ça le moment qui fait qu'on a envie d'y revenir sans arrêt. C'est addictif. C'est vrai qu'il y a un côté où, quand il y a justement ce moment qui se produit où je sais pas, on saute sur place, enfin, je sais pas comment tu... On l'a déjà fait, hein. Ça a sauté de joie quand on a vu qu'il y avait les conditions qui étaient là. Ça me surprend toujours encore. Mais... J'ai déjà réfléchi aussi et je trouve ça toujours étonnant. Ouais, effectivement, par rapport, ça dure quelques instants, hein, c'est quelques secondes parfois. Et quand on met ça à côté de tout l'effort qu'il y a eu pour arriver jusque-là, on se dit parfois, enfin, rationnellement, on pourrait se dire mais c'est inutile. Et pourtant, moi, c'est ce qui me fait y retourner toujours et encore. Ouais, c'est exactement, c'est cette approche-là finalement. Il y a aussi une approche d'objectif. Même si on ne devrait pas avoir d'objectif dans notre art finalement. Parce que l'idée c'est juste de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Mais malgré tout, on se dit on va marcher 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça va être fatigant, mais on sait qu'au bout, il y aura quelque chose de terrible à voir. Et je dis voir et pas photographier parce que c'est tout aussi important de profiter ce qu'on voit au présent, au réel. Et tant pis si on ne peut pas le photographier. Voilà, il y a une idée d'aboutissement, même si c'est à l'échelle d'une journée en fait. Tu pars régulièrement en expédition. Est-ce que tu peux un petit peu décrire tes expéditions, si tu les prépares, comment tu les prépares, comment elles se déroulent? Alors il y a forcément un grand travail de préparation avant. On fait beaucoup de repérages comme on peut les faire, c'est-à-dire sur carte, on utilise Google Maps, Google Earth, ce genre de choses, sachant que ça ne fera jamais de miracle, comme j'avais dit. On se retrouve souvent sur les spots et on se rend compte que ça n'a plus rien à voir. On n'avait pas calculé le dénivelé, on n'avait pas calculé les vraies distances. C'est totalement différent. Donc c'est vraiment plus important de faire au moins un premier repérage sur place, quitte à ne pas prendre les photos qu'on voulait prendre, mais revenir plus tard et en ayant la vraie connaissance du terrain. Et quand tu es sur le terrain, quand tu es en expédition, c'est quoi ta journée type? La journée type, un bon petit-déj, hein, parce que ça, faut pas l'hésiter. On part vers 11h midi pour se rendre sur le spot, essayer de faire les premiers repérages. Et c'est vraiment le soir que la séance photo commence, finalement. Parfois le matin aussi, quand on a le temps et la motivation de se lever. J'avoue que je suis pas vraiment du matin, je le confesse, alors qu'en tant que photographe, en tant que photographe de paysage, je devrais l'être plus souvent. Je vais essayer ça va être ma résolution pour les années à venir. Te lever tôt le matin. Ouais. Est-ce que tu dors sur place ou sur les endroits que tu photographies ou... Rarement, à part quand on a des refuges à proximité, ce qui peut être pas mal, et je dors très mal en tente. J'ai un sommeil super léger, j'ai un sommeil assez mauvais. Donc j'aime bien prendre un pied-à-terre
avec un vrai lit. Là, on peut toujours dormir, quitte à partir plus tôt, quitte à rentrer plus tard, mais au moins pouvoir se reposer correctement, parce que c'est quand même assez physique les expéditions. Donc j'aime bien être en forme et c'est important. Selon toi, quelles sont les plus grandes qualités d'un photographe de paysage? Alors, c'est savoir s'adapter en fonction des conditions météo, en fonction de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne pourra pas faire. Cadrer un peu différemment si les conditions sont... Pas les conditions, mais si le cadre n'est pas tel qu'on l'imaginait, s'adapter à la météo. C'est peut-être pour ça aussi que c'est important d'avoir à minima du matériel performant qui permet d'avoir un peu plus de confort à ce niveau-là. Et c'est aussi important d'avoir une bonne condition physique parce que souvent c'est nécessaire de courir parce que la lumière n'attend pas. Tu parles de difficultés aussi, de conditions physiques. Est-ce qu'il y a... alors on voit tes photos, elles sont réussies et tout ça. Est-ce que derrière il y a une vraie difficulté? Je pense que tu dois vraiment connaître des échecs, rencontrer des difficultés. Quelles sont vraiment les plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer? Celle à laquelle je me suis déjà heurté, celle qui m'a pas mal déçu, c'est la paresse. Parce que quand on est plusieurs jours en expédition sur un spot, on est tenté de se dire allez, ça va comme ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je plie le matériel, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai envie d'entrer. Et ça, c'est l'erreur finalement. Parce que c'est souvent les meilleures photos qu'on peut faire à ce moment-là. Et bien souvent, je me suis dit ah, hier soir, je suis rentré trop tôt, simplement parce que j'étais fatigué. Et voilà, je suis dans la voiture maintenant et c'est trop tard. Je suis à des kilomètres du spot, je suis à des kilomètres de l'ambiance, de cette ambiance qui était face à moi et que j'aurais dû capturer, quoi qu'il arrive. Et la paresse a pris le dessus et je me déteste. Je me déteste quand c'est des moments comme ça. Tu exposes régulièrement tes photographies. Comment est-ce que tu choisis les photos que tu vas exposer et comment tu prépares tes expositions? Alors l'idée est d'avoir une cohérence évidemment, ce qu'on appelle les séries. On choisit une photo par rapport à l'autre, par rapport à un ensemble. Donc l'idée est vraiment que la personne qui va voir l'exposition retienne l'exposition dans sa globalité et pas une ou l'autre photo qui sera vraiment sortie du lot. Évidemment, il y a des photos qui sont plus fortes que d'autres, c'est important, mais l'ensemble doit être cohérent, ça doit être une espèce un thème qui va vraiment marquer l'esprit des gens. Dans la prolongation dans le prolongement de cette idée, l'important est de bien soigner sa scénographie aussi. Ça, tu sais de quoi je parle, c'est quelque chose de super, super, super important. Justement, la scénographie, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et comment tu mets ça en œuvre dans ton exposition? Alors la scénographie, c'est un peu la science de l'exposition. C'est la manière dont on expose ses photos. Pour être plus concret, je dirais que ça consiste à travailler avec les espaces négatifs et positifs. C'est-à-dire qu'il est tout aussi important de laisser du vide, de la respiration dans son exposition. On met une photo, mais tout en ayant à l'esprit que c'est très important de considérer l'espace qui est autour de la photo et de créer du rythme. Ça peut être du rythme créé par l'espace entre chaque photo ou par la taille des photos. L'idée, c'est que le spectateur arrive à suivre un cheminement dans l'exposition. Et c'est ça qui est important. Et j'ai un peu hérité de ça de mon métier de graphiste parce que le rythme, l'équilibre, c'est primordial en graphisme. Et forcément, tout photographe devrait appliquer ces préceptes quand il expose ses photos. Et je remarque aussi en visitant des expositions, quand on voit des grands photographes, il y a toujours derrière les grandes photos, il y a une grande scénographie. Et là, on se rend compte vraiment de la maîtrise qui est la leur pour exposer leur travail. Et ça donne un aspect, une fois de plus, j'utilise le terme élégant, ça donne un aspect élégant. On ne se rend pas compte, la scénographie, à partir du moment où elle est bien maîtrisée, on ne remarque pas ça. On ne remarque pas que c'est maîtrisé, on remarque juste que c'est beau. Voilà.
On va pas se dire, quand on est spectateur, voilà une belle scénographie, on se dit, wow, c'est super beau. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel que tu utilises pour faire tes photos? Alors mon boîtier est un vieux 6D qui me suivra jusqu'au jour où il dévalera une falaise dans les Dolomites. J'ai un grand angle, un 16-35 f4 Canon, un 50 mm f1.4 et un 70-200 f4. Donc c'est des objectifs qui n'ouvrent pas trop, simplement parce que ce type d'objectif n'est pas très lourd, donc c'est pratique quand on a beaucoup de marche. Et puis un objectif avec une grande ouverture ne me sert pas trop en paysage. Tu utilises quand même ton 50 1.4? Parce qu'il est léger. Alors, j'aime beaucoup le 50 mm 1.4 pour le bokeh en premier plan, par exemple. Une fois de plus, c'est la photo témoin du jour, on peut le voir ici. Pour ce type d'application, j'aime bien le 50 mm avec une grande ouverture. Est-ce que tu utilises plus ton grand angle ou ton téléobjectif? Alors là, ça dépend des conditions, hein, évidemment. C'est sûr que pour le paysage, j'ai tendance à dire qu'on utilise plus volontiers un grand angle parce que souvent la grandeur du paysage l'exige. On a parlé de tes photos, on a parlé de photos de paysage. Pour les gens qui sont en train d'apprendre ou qui aimeraient faire des photos de paysage comme toi, est-ce que tu pourrais leur donner quelques conseils, peut-être tes 3 meilleurs conseils pour la photo de paysage? Alors, pour la photo de paysage, je vais rester focus sur les montagnes. Ouais. Le premier conseil, c'est investissez dans du matériel, mais pas que du matériel de photo, mais aussi dans des bons vêtements techniques et un bon sac à dos. Parce qu'on se rend compte assez rapidement de l'inconfort qui peut nous pourrir une séance finalement. Quand on a mal aux pieds, quand on a le dos en vrac, on fait pas les photos, on fait pas les mêmes photos que quand on est en pleine forme. Donc c'est important déjà d'être confort à ce niveau-là. Un deuxième conseil que je donnerais, ce serait de pratiquer un spot encore et encore, de revenir pour bien le maîtriser. Et comme j'avais déjà dit, essayer de trouver des cadrages un petit peu différents de ce qui a déjà été fait, différents de ce que nous on a fait, et qui permettent de donner un petit peu plus d'originalité. C'est important finalement d'avoir quelque chose qui sorte un peu du lot, qui soit vraiment différent de ce qu'on a déjà pu faire par le passé. Qu'on trouve sa patte au final. Ouais, c'est ça, exactement. Et le troisième conseil, ce serait s'inspirer d'autres photographes, mais pas trop, mais s'inspirer aussi de photographes qu'on fréquente, de nos amis photographes. Je me suis beaucoup inspiré de ton travail, hein, je dois le dire, au niveau de la manière de traiter tes photos, j'ai pas mal appris, et c'est important finalement d'avoir un échange, que ce soit des photographes qu'on connaît, des amis, des photographes qu'on rencontre dans les expositions. L'idée est toujours de créer une espèce d'émulation et d'avoir une espèce de magma qui bouillonne avec toujours des idées qui viennent de partout, qui viennent de part et d'autre, de communiquer. Ça, c'est super important, en fait, de ne pas rester dans son coin. On va parler un petit peu de ton livre. Tu es en train de sortir un livre qui s'appelle Dolomites, Sommets en lumière. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir éditer un livre? Alors c'est une idée qui remonte à plusieurs années maintenant. À la base, je voulais sortir un livre sur les Vosges. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de livres qui sont sortis sur le sujet et par de très très bons photographes. Et j'aurais rien d'autre à apporter finalement. J'avais rien de plus. Mais parallèlement à ça, je me suis rendu compte que je commençais à accumuler un certain nombre de photos des Dolomites. J'avais de la matière. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'était un peu le risque de se dire, ouais, je vais sortir un bouquin sur un territoire qui est éloigné, auquel je n'ai pas accès. C'est compliqué, il va falloir se renseigner, se documenter sur le coin. C'est pas évident. Donc c'est un peu venu comme ça. Et puis surtout, ça c'était une raison un petit peu plus d'actualité, je dirais, et qui obéit un peu plus à ma névrose. C'est que lors du premier confinement en mars dernier,
j'avais l'impression que tout allait s'écrouler. Que dans 3 mois, 4 mois, il n'y aura plus d'électricité, ce sera le blackout total. En tout cas, les médias nous l'ont vendu comme ça. Je me suis dit, ah merde, mais toutes mes photos sont sur disque dur, il n'y a rien de matérialisé, il faut qu'elles continuent d'exister en dehors du support numérique. Et donc c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier, et même si l'idée était depuis longtemps, je compilais les photos, j'écrivais déjà des textes. Le projet était en train de se monter, mais la décision de le lancer réellement, ça date de cette période-là. Donc une fois que tu as eu l'idée de faire un livre, est-ce que tu as eu peur de te lancer dans cette aventure et comment est-ce que tu as surmonté cette peur? Ah oui, c'est effrayant parce que c'est un livre que j'auto-édite, donc il y a un certain risque financier quand même, parce que tout est à ma charge. Mais au final, si on veut créer quelque chose, on est obligé de se mouiller, quoi qu'il arrive, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue personnel. Le fait de vouloir sortir un livre, y a forcément le risque qu'il ne plaise pas. Et si on écoute trop ce risque, on aurait tendance à y aller un petit peu à reculons et à pas te donner toute sa personne dedans. Donc là, c'est un écueil dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Quand on décide de mettre en vente le livre, il faut se dire, ok, cette fois j'y vais, je communique à tout le monde, et tant pis si ça déraille, tant pis si ça ne marche pas, mais je ne peux pas me permettre de faire les choses à moitié, quoi. On est obligé d'y aller franchement à ce moment-là et d'assumer les conséquences. Est-ce que sortir un livre, éditer un livre, c'est quelque chose que tu recommanderais à d'autres photographes? Est-ce que c'est une étape quelque part obligatoire? Je ne dirais pas que c'est une étape obligatoire, parce que chacun fait ce qu'il veut finalement. Le livre, c'est une manière de tout compiler. Et si des photographes veulent vraiment arriver à un aboutissement dans leur travail, dans leur série photographique, dans leur travail, je pense que le livre c'est un bon plan. Ça permet d'arriver vraiment à une espèce de... J'aime pas ce mot-là parce que c'est très solennel, c'est une consécration, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes étapes qu'il y a dans la conception d'un livre? Alors, les étapes sont nombreuses. La toute première, c'est d'avoir un maximum de matière, c'est-à-dire faire énormément de photos sans forcément penser livre. Parce que si on pense livre, on se restreint, on fait des choix et on se met des œillères, quoi. Donc la première des choses à faire, c'est de créer énormément de matière. La deuxième, c'est de trouver un thème qui soit cohérent. C'est-à-dire on va pas mettre dans un même livre des photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est de trouver quelque chose un sujet qui puisse intéresser les gens. La troisième étape, c'est peut-être l'editing. L'editing, c'est donc la science du choix des photos, parce que c'est vraiment une science. Et ça peut être assez cruel parfois, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choix à faire qui sont souvent durs. Un livre n'est pas vraiment un best-of de toutes ces photos. Il ne faut pas raisonner comme ça. Je pense que le plus important, c'est de rester cohérent, quitte à avoir des photos qui sont un petit peu moins fortes, mais qui correspondent, qui collent bien au sujet. Et par la suite, il y a plein de sous-étapes qui sont tout aussi nombreuses. La mise en page, qui commence par la création du chemin de fer, c'est-à-dire définir quelle photo ira à quel endroit, créer du rythme. On est assez proche du travail qu'on peut faire en exposition, en scénographie. Il s'agit de trouver un rythme au bouquin pour finalement arriver à raconter une histoire. Suite à ça, il y a d'autres étapes, le dialogue avec l'imprimeur, trouver un bon imprimeur qui connaît son métier. Les allers-retours, c'est un travail itératif parce qu'on fait, on défait, on reprend, on casse tout, on recommence. Faut pas se décourager. Tu disais au moment de l'editing, il fallait parfois faire des choix cruels. Est-ce que tu as dû, par exemple, une photo que tu adorais, est-ce que tu as dû la sacrifier sur l'autel de l'editing? Oui, ça fait mal. Simplement, il y a des photos que j'avais... j'ai pas envie d'appeler ça des doubles, mais
Il y a un coin que j'aime beaucoup dans les Dolomites, c'est les Trecime et Lavaredo. C'est ces trois gros menhirs alignés. Et j'ai passé énormément de temps là-bas. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de photos de ces cailloux. Et beaucoup trop pour mettre dans un seul livre. Et je me dis que ce serait abusé de mettre toutes ces photos des Trecime, les gens ils en pourront plus. Et là j'ai dû tailler quand même, et il y a certaines photos que j'ai dû sacrifier. Alors il y a d'autres photos que j'ai dû abandonner aussi, mais c'était un peu moins à contre-cœur, c'était plus des photos qui étaient très connues, des photos de spots très connus, trop connus, qu'on voyait un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Et j'en avais aussi un paquet. Quand on commence à connaître le coin, on a aussi tendance à faire des photos qui ont déjà été faites, et je n'avais pas forcément l'intérêt de les mettre dans un livre. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'une photo en particulier dans le livre? Alors, il y a une photo que j'ai intitulée Le théâtre des brumes. J'en souviens bien parce que tu étais là aussi. C'est ce fameux jour au Trecime où il y avait une pluie battante, mais qui était c'était vraiment dégueulasse. Et mon 6D a lâché. Il n'y a plus rien qui répondait, tous les menus, tout ça buguait, il n'y avait plus rien à faire. Et des nuages se sont formés, ils ont commencé à filer assez rapidement devant les montagnes. Et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible. Alors j'ai ressorti mon vieux 1100D, qui est donc le tout premier prix de chez Canon, mon premier réflexe, auquel j'ai accroché mon 1635. Je me suis dit, bah voilà, maintenant je vais prouver au monde entier que le matériel n'est pas important, et je vais faire cette photo. Et puis finalement ça le fait. Et c'est une bonne leçon finalement de se rendre compte que le matériel n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes ambiances et d'avoir quelque chose en face de soi qui est une vraie histoire, à raconter en fait. Si quelqu'un souhaite sortir un livre, est-ce que tu aurais un ou deux conseils vraiment très importants à lui donner? Alors il y a un conseil qui est important à mon avis. Il faut bien savoir qu'un livre, ça se fait sur beaucoup... Enfin, c'est un long cheminement, c'est un long travail, et j'insiste sur l'adjectif long, dans le sens où il ne faut surtout pas se décourager. Il y a des moments où on aura l'impression de moins avancer, des moments où on va laisser un petit peu les choses de côté, et ces moments-là sont tout aussi importants dans l'élaboration du livre, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se reposer parfois, et voilà, c'est un travail long qui met des années. Dolomiti, c'est un projet qui aura duré 4 ans, et voilà, ça fait partie du truc, et on serait souvent tenté de se dire, ouais, ça fait 5-6 mois que j'ai plus rien fait dessus, je suis plus dans l'esprit livre. Non, je pense que l'important c'est de se dire, ok, il y aura des moments de vide, ça va le faire un peu moins, mais je reprendrai le truc et puis ça sortira quoi qu'il arrive, quoi. Alors Johan, on va passer aux questions mystères. On te voit réussir, tu fais des super photos, tu sors un livre, mais tu as aussi été débutant et je pense que tu as connu des mésaventures ou tu as fait des choses moins bien et c'est tout à fait normal. Et ces questions mystères, elles vont être un petit peu pimentées, tu vas voir, elles vont peut-être te surprendre. Ce qui va être bien aussi, c'est que tu vas les tirer au sort. Hein. Il y en a 10, tu vas en tirer quelques-unes. Tu peux prendre parti, tu peux proclamer des désaccords, tu peux aussi bien sûr nuancer tes propos. Tu peux aussi, si jamais il y en a une qui te gêne ou vraiment tu veux pas y répondre, tu as un joker, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est parti. Je te donne la boîte. Ah. Alors, question. Ah, j'en ai 2. Une situation photo où tu t'es senti ridicule. Une mésaventure, quoi. Une mésaventure. Ah, peut-être la fois où on était ensemble et où je me suis vautré sur une plaque de glace et je me suis pété le poignet. C'est ça que je ridicule à voir. C'était un peu plus d'un an. J'avais l'air bien con, je pense, ouais, effectivement. Tu peux rappeler les conditions?
Peut-être que c'est les Vosges qui t'ont envoyé un message. Oui, alors ouais, là je parlais tout à l'heure du côté mystique de la photo, de la montagne. Et ça, c'est une mésaventure qui allait un peu dans ce sens-là, parce que on se baladait, donc on était en rando, c'était entre Noël et Nouvel An, je crois. Et je t'avouais à ce moment-là que je m'emmerdais dans les Vosges. Parce que je rentrais des Dolomites et j'avais encore des images dans la tête. Et 5 minutes après t'avoir dit ça, eh ben, je me vautrais sur cette plaque de glace et je finissais aux urgences 1 heure plus tard, quoi. Donc depuis, je la ferme. Et c'est marrant, depuis ce temps-là, j'ai jamais été autant dans les Vosges, j'ai jamais été aussi heureux de me balader dans les Vosges, et sans boîtier, sans appareil photo, sans rien, juste pour le plaisir d'être dans les Vosges. C'était peut-être un petit rappel à l'ordre du côté maternel ou paternel des Vosges. Ouais, peut-être, ouais. Johan. Fais gaffe à ce que tu dis, mec. Ouais. Fais gaffe. On a les moyens de te faire beaucoup plus mal. La photo du siècle que tu as ratée, pas d'appareil photo, mauvais réglage. Alors là, oui, c'était il n'y a pas si longtemps et ça m'a fait mal. J'étais en rando dans les Vosges et sans appareil photo, sans rien. Et je suis monté de Soultzeren, de tout en bas, je suis monté sur la crête et je suis redescendu au lac Vert et par un temps brumeux. Et là, j'ai vu le lac Vert comme je l'ai jamais vu en 38 ans, parce que je vais souvent là-bas. Depuis que tu as 0 ans. Depuis que j'ai 0 ans. Oui. Et il y avait une brume, un espèce de plafond brumeux qui se trouvait 5 ou 6 mètres au-dessus du lac. On voyait les sapins, juste la bande de sapins qui dépassait. Le lac lui-même c'était une mer d'huile. C'était un miroir parfait sur lequel il y avait des petites ondées brumeuses comme ça. Je me suis dit, waouh, incroyable. J'ai pas d'appareil photo, mais ok. Je sors mon appareil, mon téléphone, et plus de batterie, plus rien. Je dis ok, mais là, je vais pas lire que tes yeux pour pleurer, mais t'as tes yeux pour admirer. Je me suis dit, c'est pas grave, tu prendras pas ta photo, mais c'est imprimé, la photo est imprimée là. Mais quand même, au point de vue photographique, c'est un cuisant échec. J'aurais une question à propos de ça. C'est là, tu es allé te balader sans ton appareil photo. Ça rejoint ce que tu as dit au début, mais tu t'es pas dit que peut-être il faut toujours avoir ton appareil photo sur toi au cas où il y a quelque chose qui se présente. Ouais, peut-être. Ouais. Ben, je pense que c'est vrai, il faut toujours... Là, cette expérience l'a démontré très clairement. Il faudrait toujours avoir un appareil sur soi, mais je suis flemmard. Hein. Donc de préparer le boîtier, ça impliquait aussi de prendre un autre sac photo. Je voulais faire une petite rando à la légère et je voulais pas m'embarrasser avec ça, mais c'est une erreur. C'est une erreur totale. Donc voilà, j'assume. Et la fois d'après, je suis retourné avec mon boîtier, mais les ambiances n'étaient plus là. Je suis à peu près persuadé que j'en trouverai plus de sitôt une ambiance comme ça. Texte. Une question, ouais, encore deux. Je sais pas pourquoi celle-là, je la sens mal. Une photo que tout le monde déteste mais que tu adores, ou inversement. Ah oui, alors il y a une photo que je déteste et que les gens adorent. Une photo que je t'ai offerte. En plus. Ouais, un tirage. Et moi je l'aime bien. Ah ouais, oui. Mais moi je l'aime pas pour plein de raisons. Alors c'est pour vous situer, ça se trouvait, j'étais en congrès aux Arcs et je suis allé faire entre deux séances de conférences, je suis allé faire une sortie raquette avec un groupe et on a pris les œufs pour monter en haut des pistes et en sortant des œufs, je suis tombé sur l'aiguille Grive qui est donc un sommet qui est au-dessus de Bourg-Saint-Maurice qui était totalement tabassé par le vent, donc on avait une espèce de sculpture complètement surréaliste sur la roche. Et j'avais le boîtier Nikon du boulot qui est ce qu'il est, qui n'est pas un grand boîtier, mais bon, j'ai pris la photo comme ça. Et en rentrant, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est pas mal. Ces textures sont chouettes. Alors je l'ai développée. Elle a vraiment beaucoup marché. Tout le monde a halluciné devant cette photo. En exposition, les gens me demandent mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un montage, c'est quoi? Alors je leur explique. Mais
Voilà, pour moi, la photo, je l'ai prise entre la poire et le fromage, en sortant des œufs, avec un appareil limite à main levée. Il y a des pistes, des traces de ski devant, des choses que j'aime pas trop. Je préfère quand la neige est immaculée dans mes photos. Donc, c'était en plein jour, il était 13h, 14h, la lumière était super dure. En gros, tout ce que je préfère pas en photo. Alors pour moi, c'était pas une grande photo, mais beaucoup de gens la trouvent absolument remarquable et le spectateur est roi. Voilà. Et encore une dernière, ouais. Au moins une. Joli piquant. Ouais, piquant. 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 Ce que tu détestes dans le monde de la photo et que tu interdirais. Si tu étais dictateur de la culture, par exemple. De la culture. Oh. Alors, bon, je vais rester dans un domaine que je connais, le paysage. Alors, j'interdirais des choses qu'on voit parfois sur les spots photos. Alors, j'interdirais de planter sa tente, de se mettre dedans, de prendre une photo depuis l'intérieur de la tente et dans les 10 minutes de replier la tente et de repartir. Voilà, si tu déplies ta tente, mec, tu dors dedans, tu passes ta nuit blanche dans ta tente et tu repars le lendemain. Mais tu ne montes pas ta tente juste pour faire une photo. C'est intéressant ça, comme je savais pas qu'il y a des gens qui montaient. Il y a des gens qui font ça. Comment est-ce que tu as su que les gens montaient leur tente juste pour faire la photo? Alors c'est un ami qui m'a dit ça, un ami qu'on a en commun, qui m'a dit que ce genre de pratique se faisait assez fréquemment dans le milieu. Il faut de tout pour faire un monde. Ah, c'est sûr, mais il faut surtout de l'authenticité, il en faut un peu plus. Peut-être juste, t'en fais juste une dernière pour être sûr. La toute dernière. Il y en a deux là. Oui, il y en a deux. Quelle est la pire question qu'on te pose en expo? Vous retouchez vos photos? Non, mais les gens le savent pas forcément. C'est pas forcément malveillant de leur part. Parce que nous, quand on entend retouche, on prend ça un peu pour nous. Mais les gens, ils sont aussi curieux de savoir comment on a travaillé dessus, quoi. Certains veulent savoir s'il y a de l'authenticité derrière. Évidemment, il en faut quand même un maximum d'authenticité, mais nous, on a peut-être tendance à prendre ça un peu pour nous, à le prendre un peu mal, alors qu'on ne devrait pas. Derrière le mot retouche, il y a le côté on entend triche, on entend manipulation. Oui, c'est ça. Et je pense, alors ça c'est plus peut-être à titre personnel, mais je pense que le mot retouche est utilisé, alors je sais pas le terme dédié, mais il est utilisé pour de mauvaises choses. C'est plutôt du traitement. Ouais. La retouche, c'est quand on vient supprimer des éléments ou en ajouter. Dans la plupart du cas, la majorité de ce qu'on fait sur les photos, c'est du traitement. Tout ouais, c'est ça, complètement. Après, on peut très bien faire de la retouche et à ce moment-là, passer dans la case... comment on appelle ça Compositeur. Ouais, compositeur, effectivement. Parce que c'est quelque chose, quand c'est très bien fait, ça me plaît. Il suffit juste d'être suffisamment transparent et de le dire. Alors moi, ça me pose aucun problème. Je veux dire, c'est un art comme un autre. Et là, pour le coup, c'est vraiment un art. Le fait de maîtriser ça et de créer des images à partir d'autres images, je trouve ça super chouette. Mais il faut simplement être honnête par rapport à ça et dire que, et vraiment dire que c'est une vraie posture. On va essayer de prendre un petit peu d'auteur, on va essayer d'élargir notre champ de vision. Est-ce que tu pourrais parler de la photographie? Quelle place elle occupe dans ta vie? Elle a une certaine manière de faire partager autour de moi le plaisir que j'ai à photographier la montagne et le plaisir que je prends à être en ces lieux. Finalement, on se sent très seul quand on est en montagne. Je pars assez souvent en randonnée en solo. Et le fait de pouvoir partager ces photos sur les réseaux sociaux en exposition, c'est une manière de rendre public ce que j'ai vécu seul. Donc j'aime assez ces contradictions en fait. Et en temps, est-ce que c'est une passion dans laquelle tu t'investis beaucoup?
Alors je suis pas vraiment un photographe compulsif. Je fais pas énormément de photos. J'en fais même assez peu. En dehors de mes expéditions, le boîtier, je sors assez rarement. Je passe beaucoup de temps en montagne, mais sans matériel finalement. Alors dès que je reprends mon matériel en main, c'est toujours avec beaucoup de fraîcheur. Élargissons encore notre champ de vision. Parlons de l'art plus en général. Qu'est-ce que tu penses de l'art aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être artiste ou artisan aujourd'hui? Être artiste, déjà, c'est mener à une réflexion. Peu importe le moyen, pourvu qu'il soit toujours bienveillant, en fait. C'est un peu l'importance. Tout ne peut pas être prétexte à l'art, mais je pense que à partir du moment où on crée quelque chose qui interroge les gens, ça peut être considéré comme de l'art, effectivement. Tu parles de bienveillance. Tu penses qu'il y a de l'art qui est malveillant ou qui nuit aux êtres vivants? Si c'est de l'art, si c'est malveillant, c'est plus de l'art, et je suis pas grand-chose pour définir ce qui est de l'art ou ce qui ne l'est pas. Mais toute chose doit toujours être bienveillante, de toute manière. L'art est censé être quelque chose de positif. Alors on ne peut pas se permettre de nuire aux gens en prétendant faire de l'art. C'est pas possible. Mais de manière plus globale, je retiendrai vraiment la définition de l'art comme quelque chose qui pousse à la réflexion, comme quelque chose qui surprend aussi. Alors imagine, ça arrive tellement souvent, tu rencontres un génie, il t'accorde un vœu. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde si tu pouvais le faire comme ça d'un claquement de doigts? Stopper le réchauffement climatique et arrêter la course folle qu'on vit en ce moment. Comment tu vois l'avenir? Tu vois différentes alternatives? Une fois on va dans le mur, est-ce qu'on peut encore se sauver? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire rien de bon, mais en même temps, je peux juste me fier à ce qui m'est dit, parce que je suis pas scientifique. J'ai aucune notion qui me permettrait d'émettre un avis documenté. Je peux pas savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est temps d'arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Il va bien falloir changer un petit peu notre manière de concevoir l'existence. Donc là, on a plutôt vu l'avenir de la planète. Si tu devais parler de l'avenir, je sais pas, par exemple, l'avenir de la photo ou ton avenir artistique. Aujourd'hui, je suis plutôt confiant parce que le livre est en train de sortir, les préventes sont lancées, ça se passe a priori plutôt bien. Pour moi, je suis pas trop inquiet, hein. ça devrait aller. L'avenir de la photographie, ça c'est assez complexe parce que avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu photographe et tout le monde peut sortir une photo hors du commun au final. Et c'est ce qui rend beaucoup plus compliqué la possibilité de sortir quelque chose qui soit vraiment exceptionnel. Et alors la frontière entre photographe amateur, photographe passionné, photographe professionnel, elle est ténue, ça ne veut plus dire grand-chose. Évidemment, il y a les connaissances techniques, il y a l'expérience, ça c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais une photo prise par une personne à partir d'un smartphone, une personne qui photographie quelque chose d'invraisemblable, c'est une photo qui va marquer vraiment beaucoup plus qu'une belle photo maîtrisée prise par un photographe professionnel. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. Il faut l'accepter, je pense. Donc là, tu es en train de sortir ton livre sur les Dolomites, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu as déjà l'idée suivante, le prochain projet auquel tu vas te consacrer? Non, vraiment non. Toute mon énergie actuelle passe dans ce projet. Je suis dans un moment charnière, c'est-à-dire en pleine prévente, et il y aura plein de choses à faire ensuite. Il
échangé beaucoup avec l'imprimeur, développé des réseaux de distribution par la suite. J'ai plus d'énergie à mettre dans un projet à venir pour l'instant. Pas encore, ouais. Ah ouais. Mais il y a quand même encore, je sais pas, est-ce qu'il y a une destination qui te fait encore rêver? T'as dit, on a déjà vu des photos de partout, il y a très peu de zones inexplorées. Est-ce qu'il y a une zone qui, même si elle a été explorée, t'aimerais quand même aller la visiter? Ah, c'est... Ah, l'Amérique du Sud, c'est chouette quand même. Ouais. La Bolivie, tout ça, Argentine, c'est loin. Il va falloir sera qu'on aussi- assomme pour reprendre l'avion. Si tu veux pas prendre l'avion. Ah, aussi loin, ça va falloir que je... Tu vois, que je descende une bouteille un truc bien fort. pour te tranquilliser. Ouais, c'est ça. Et on parlerait encore de montagne en Amérique du Sud. Ah oui, clairement, oui. Il y a des choses terribles à faire là-bas. Je connais pas grand-chose, peut-être Torres del Paine. Oui, le Fitzroy, Torres del Paine, enfin, c'est fantastique. Des photographes comme Daniel Cordan ont fait des trucs là-bas qui sont vraiment qui sont à couper le souffle. Alors pour ceux qui voudraient en découvrir plus sur toi, voir plus de tes photos, est-ce qu'ils peuvent te suivre? Ouais, simplement en appelant le... Non, là, j'ai un compte Facebook et un compte Instagram qui apparaîtra là. Tu sais faire ces trucs là. Je rappelle aussi, avant qu'on se quitte, que ton livre est dans la phase de pré-vente, donc on peut d'ores et déjà le commander. Est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui t'ont déjà soutenu ou ceux qui vont te soutenir en achetant ton livre? Ouais, alors déjà, un grand merci. Un grand merci. Là, je regarde la caméra pour que vous me voyez. C'est vrai que, comme je l'avais dit, c'est un projet personnel dans lequel on est obligé de mettre toute son énergie. On se mouille totalement et c'est vraiment génial d'avoir le soutien que j'ai eu de votre part. Et j'espère que ça vous fera plaisir de recevoir cet exemplaire du livre en papier, un exemplaire physique, un bel objet, quoi. Merci. Johan, un très grand merci d'avoir accepté de partager tout ça. Un très grand merci pour ton accueil. Je te souhaite vraiment une belle réussite pour ton livre et bien sûr de très belles photos de montagne à venir. Et comme je dis toujours, que la lumière soit avec toi. Salut. Merci Thibaut, à plus. On va faire un bêtisier. Ah oui, bah, il va faire les 3/4 de la vidéo. Johannes, bonjour. Salut Thibaut. Johannes, bonjour. Salut Thibaut. Merci d'avoir accepté. Ça va être long. Johannes. Et tu fais quoi? Pourquoi t'es ici? Alors, très rapidement, je m'appelle Johan, j'ai 38 ans, j'habite en région colmarienne. Et qu'est-ce que tu... T'as le droit de dire que tu fais de la photo en fait. Ah, déjà là, ouais. Tu as dit que tu étais musicien, je crois même que tu étais musicien. Donc tu as dit que tu étais musicien. J'ai rigolé dans le truc. Est-ce que ton cheminement dans la musique et ton cheminement dans la photo, est-ce que tu vois des similitudes ou au contraire des choses qui sont différentes? Pour moi, c'est... Plus dehors, parce qu'on va jamais y arriver. La question était bien. Ouais, tu pourras toujours faire des bonus. Bonjour, Non. Bonjour le monde. Voilà, c'était le migou. Voilà. C'est toi qui fais ces drôles de cris. Eh ben, tu es gentil. Hein. Est-ce que tu as déjà un projet? Un projet? C'est un futur projet. Un projet. Et avec une truite. Alors là, tu vois, c'est la fin de l'interview. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arracher ton micro. Tu vas balancer les lumières. Tu vas tout détruire comme si tu avais fini. The Who, tu vois, ouais, c'est ça. J'ai explosé au C4, tu vois.